Une vie, une œuvre. Henri Michaud. Une émission de Christine Ray, réalisée par William Duncan. Je crois que je ne me suis jamais mis au travail sans avoir lu un poème d'un poète ou d'un autre. Et je trouve là une respiration. Alors je vous lirai Contre. Jacques Ellul. Je vous construirai une ville avec des loques, moi. Je vous construirai sans plan et sans ciment, un édifice que vous ne détruirez pas, et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera, qui viendra vous braire au nez et au nez gelé de tous vos Parthénons, vos arts arabes et de vos Ming, avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour. Je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes, des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses, contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie tomberont en fadaise et galimatia et poussière de sable sans raison. Glas, glas, glas sur vous tous, néant sur les vivants. Oui, je crois en Dieu, certes il n'en sait rien. Foi, semelle inusable pour qui n'avance pas. Ô monde, monde étranglé, ventre froid, même pas symbole, mais néant, je contre, je contre, je contre et te gave de chien crevé. Entonne, vous m'entendez, entonne, je vous arracherai ce que vous m'avez refusé en grammes. Le venin du serpent est son fidèle compagnon, fidèle, et il l'estime à sa juste valeur. Frères, mes frères damnés, suivez-moi avec confiance. Les dents du loup ne lâchent pas le loup, c'est la chair du mouton qui lâche. Dans le noir, nous verrons clair, mes frères. Dans le labyrinthe, nous trouverons la voie droite. Carcasse, où est ta place ici, gêneuse, pisseuse, peau cassée, poulie gémissante, comme tu vas sentir les cordages tendus des 4 mondes, comme je vais t'écarteler. Ça, c'est de la poésie. Comment j'ai découvert Henri Michaud? C'était en septembre 1958. Un matin d'automne, à l'université de Bruxelles. Et un ami qui s'appelle Michel Rosten, dans la brume de septembre, à 11h du matin, m'a dit: hier, j'ai assisté à une conférence de Kateb Yassine et il a dit que le plus grand poète du XXe siècle, c'était Henri Michaud. À cette époque-là, nous lisions des surréalistes, Breton, Éluard, Aragon, on lisait Jarry, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé, on connaissait les dadaïstes, on connaissait Marcel Duchamp, et on connaissait à peine le nom d'Henri Michaud. C'est vous dire à quel point il pouvait être méconnu, puisque nous connaissions déjà énormément de choses de la littérature moderne. Et la discussion s'est poursuivie pendant 5 minutes, et je l'ai quitté, et j'étais en droite ligne jusqu'à la bibliothèque de l'université, où j'ai emprunté, dans le quart d'heure, 5 livres. 4 livres de Michaud, Face au verrou, La nuit remue, L'espace du dedans, un autre livre, je ne sais plus lequel, et le petit livre de René Berthollet, comportant une anthologie de textes de Michaud aux éditions Segers. J'ai descendu l'escalier depuis le 2e étage jusqu'au rez-de-chaussée de la bibliothèque en lisant très lentement le premier texte de Michaud qui se trouve dans cette anthologie. Et puis j'ai continué à lire Michaud en marchant très lentement jusqu'à un café où j'allais régulièrement. Et je l'ai lu ainsi jusqu'à 1h de l'après-midi où j'ai déjeuné en 3 minutes d'un sandwich. Et vers 4h de l'après-midi, continuant à lire très lentement Michaud, parce qu'on ne lit pas Michaud, n'est-ce pas? On s'imprègne de Michaud, on entre vivant dans l'écriture de Michaud. Vers 4h de l'après-midi, dans un état d'émotion croissante, je me suis dit que Kateb Yassine avait raison. Et j'ai continué à lire jusqu'à 7h du soir. J'ai pris le tram 16, je suis rentré dans la maison de nos parents où j'ai fait un discours devant mes parents, disant que je venais de découvrir un écrivain absolument prodigieux qui était en rupture complète avec tout ce que nous entendions par littérature et même par poésie,
qu'il s'agissait d'un écrivain véritablement moderne, comme la peinture moderne l'est, qu'il était en rupture avec la littérature et avec l'art, qu'il était presque tombé hors de la littérature, que c'était un événement considérable qui allait complètement bouleverser mes perspectives et ma vie, ce qui a été le cas d'ailleurs. Et j'ai continué à le lire jusqu'à 4 heures du matin. 15 jours plus tard, j'avais évidemment lu tout ce que Michaud avait écrit jusqu'en 1958, et quelques mois plus tard, je lui ai rendu une première fois visite. Frédéric Ball. Et je suis arrivé chez lui un dimanche après-midi, à 3 heures de l'après-midi. Il n'y avait pas de nom sur la porte. J'ai sonné, et la porte s'est ouverte d'environ 15 cm. J'ai évidemment vu un monsieur au visage très pâle, à qui j'ai dit que je voulais le voir, et il m'a dit « Je ne reçois jamais personne, et surtout pas le dimanche ». Alors je lui ai répondu « Dans ce cas-là, il est évident que vous allez me recevoir ». Et cette réponse insolente ne pouvait que lui plaire, et évidemment, nous avons parlé pendant 2 heures. Il m'a notamment dit qu'il n'écrivait pas facilement, ce que je n'avais jamais imaginé une seconde qu'il écrivait facilement, et qu'il réécrivait à ce moment-là un texte pour la 9e fois. En fait, c'était Connaissance par les gouffres. Alors il m'a dit aussi, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, et il en avait 60. Il m'a dit, vous devez prendre garde dans tout ce que vous ferez au cours de votre vie, de ne pas vous figer, de ne pas vous installer dans une posture, dans une pose définie. Et le jour où vous vous manifesterez artistiquement, où vous publierez des livres, vous ferez des spectacles, quoi que vous fassiez, il ne faut pas vous installer dans ce que vous êtes. Il faut rester ouvert à des possibles infinis. Il faut pouvoir changer d'orientation brutalement à tout moment. Et je voyais bien qu'il était très fier de dire qu'il avait montré les textes qu'il venait d'écrire à des amis et que ses amis avaient été surpris parce que ces textes ne ressemblaient pas à ceux qu'il avait écrits précédemment. Là, évidemment, il y a une attitude qui est fondamentale chez Michaud. C'est une vie qui bifurque, qui change d'orientation sans prévenir. Et depuis que nous avons pu lire la chronologie de Michaud dans la bibliothèque de la Pléiade, établie remarquablement d'ailleurs par Raymond Bellour, nous voyons qu'il voyage également dans tous les sens. Il est à Barcelone un jour, 8 jours plus tard, il est signalé en Afrique du Nord, nous le retrouvons en Turquie 15 jours plus tard. C'est un homme qui bouge sans arrêt, tout simplement parce qu'il ne se sent bien nulle part, évidemment. Et aussi parce qu'il veut renouveler sa pensée, son émotion, sa subjectivité, son affectivité, qu'il veut se découvrir de nouveaux terrains, qu'il est occupé à voyager en lui-même et au dehors pour chaque fois modifier ses positions de pensée. C'est le contraire de la pensée unique, c'est le contraire de la dictature. C'est l'invention de la liberté à chaque pas. Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son Graal. Il le pratelle et le libuque et lui barufle les ouillets. Il le tocarde et le marmine. Le manage rapari ripara. Enfin, il les corcobalisse. L'autre hésite, s'espudrine, se défesse, se torse et se ruine. Ça en sera bientôt fini de lui. Il se reprise et s'en margine. Mais en vain, le cerceau tombe qui a tant roulé. À bras, à bras, à bras. Le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé. Fouille. Je crois que ce qui importe peut-être en premier lieu, c'est cet usage extraordinairement offensif que Michaud fait des signes, en essayant d'ailleurs qu'il se rapproche autant que possible des gestes, des mots gestes, des phrases gestes. Et par là, d'ailleurs, ça anticiperait assez bien sur la peinture, en tant qu'elle est purement et simplement cette affaire même de gestes qui s'accomplit. Mégère alentour qui pleuraient dans vos mouchoirs. On s'étonne.
Et on vous regarde. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. Combat contre la langue pour réussir à la mobiliser, pour résister à la pétrification du sens, à tout ce qui est déjà là, déjà su, déjà établi. Michaud, aussi bien dans la peinture que dans l'écriture, refuse de partir d'un héritage et de le développer. Il dit qu'il écrit contre le nombre d'or, contre Versailles, contre Chopin, contre Bossuet, etc. Il ne peut accepter de se compromettre avec ce geste qui est celui d'écrire, ce geste dont il dit qu'il est contraire au pur, fort et originel désir, celui de ne pas laisser de traces, ce geste d'écriture qui également vient pétrifier, risque à tout moment de pétrifier ce qui avant lui était vivant, mobile et divers. Donc pour se rendre ce geste acceptable, pour entrer malgré tout dans le jeu de la langue, il doit la rendre la plus mobile possible, la mobiliser autant que possible. D'où le fait d'emprunter la voie des rythmes, de multiplier les situations d'affrontement, de déplacement, de dégagement. Et le combat en est une figure. Je dirais que le combat est peut-être la figure même de la façon dont il entre dans la poésie. C'est un de ses premiers textes, d'ailleurs, enfin, un des premiers textes qu'il ait publié au moins aux éditions Gallimard, dans Qui je fus que ce grand combat. Le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé. Fouille, fouille, fouille. Dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégères alentours qui pleuraient dans vos mouchoirs. On s'étonne, on s'étonne, on s'étonne et on vous regarde. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. En permanence, Michaud revient sur ce thème du combat, notamment avec un texte très connu qui s'appelle le Grand Combat, mais aussi avec l'âge héroïque, par exemple avec le géant Barabo et son frère Pumapi. C'est un combat incroyable, homérique, on pourrait dire. Et puis un texte comme Mon Roi aussi, qui là fait beaucoup plus référence à un combat intérieur. Yves-Jacques Boin. Mon Roi est remarquable de ce point de vue-là. Je le relis à un autre texte qui, a priori, n'a rien à voir et qui est un texte où Michaud parle de l'éther et où il dit « L'homme a un besoin méconnu, il a besoin de faiblesse. C'est pourquoi la continence, maladie de l'excès de force, lui est spécialement intolérable. » L'éther a été, à un moment, sans doute de sa vie, une espèce de recours à la faiblesse, à l'anéantissement. Et dans Mon Roi, je trouve qu'on voit ce combat en permanence de je ou de lui contre mon roi. Mais mon roi, c'est quoi? C'est qui? On ne sait pas. C'est lui aussi. C'est un autre moi-même. C'est un autre lui-même. Et il lui fait 1000 sévices à ce roi, et des plus dérisoires. Et malgré tous ces sévices, malgré les étranglements successifs, ce roi renaît. Henri Michaud, Mon Roi. Dans ma nuit, j'assiège mon roi. Je me lève progressivement et je lui tords le cou. Il reprend des forces. J'en reviens sur lui et lui tords le cou une fois de plus. Je le secoue. Il secoue comme un vieux prunier. Et sa couronne tremble sur sa tête. Et pourtant c'est mon roi. Je le sais. Et il le sait. Et c'est bien sûr que je suis à son service. Jean-Michel Maupoy. Mais au départ, c'est la faiblesse qui se rebiffe et qui s'exprime à travers ces innombrables situations offensives, ces désordres provoqués, qui viennent aussi bien, je dirais, signifier ce dont le sujet lui-même est la victime que sa réplique à cette faiblesse dont il souffre. Je gifle, je le mouche ensuite par dérision, comme un enfant. Cependant, il est bien évident que c'est lui, le roi, et moi son sujet, son unique sujet. À coups de pied dans le cul, je le chasse de ma chambre. Je le couvre de déchets de cuisine et d'ordures.
Je lui casse la vaisselle dans les jambes. Je lui bourre les oreilles de basses et pertinentes injures pour bien l'atteindre à la fois profondément et honteusement de calomnies à la napolitaine, particulièrement crasseuse et circonstanciée, et dont le seul énoncé est une souillure dont on ne peut plus se défaire, habit ignoble, fait sur mesure, le purin vraiment de l'existence. Eh bien, il me faut recommencer le lendemain. Il est revenu. Il est là. Il est toujours là. Il ne peut pas déguerpir pour de bon. Il doit absolument m'imposer sa maudite présence royale dans ma chambre, déjà si petite. La langue chez Michaud n'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui est sans cesse effectivement à reconquérir, dans une sorte de combat permanent. Mais en même temps, il y a l'idée que plusieurs états, même contradictoires, sont recherchés dans le langage. Le langage est aussi bien une sorte d'arme, quelque chose qui est offensif, que quelque chose de souple et où une douceur peut être retrouvée. Ce qui me paraît caractériser largement le travail de Michaud sur la langue, c'est la variété des registres. Quand il dit, par exemple, les genres littéraires sont des ennemis qui ne vous ratent pas si vous les avez ratés, vous, au premier coup, il dit ça dans Qui je fus, je crois qu'il manifeste notamment par cette phrase ce désir de ne pas se laisser enfermer dans quelque chose qui, à travers les genres, viendrait déterminer un mode d'expression constant. Ce qui est très frappant dans cette animation des signes qu'il recherche, c'est les changements à vue. Je dirais, Michaud, c'est un peu comme les galeries Lafayette, à tout instant, il s'y passe quelque chose. Si vous voulez. Vous avez des événements dans l'imaginaire et des événements dans le langage constamment. Hein, et le lecteur est pris à contre-pied. Il dit quelque part, je suis gong et watt et chant neigeux. Et il y a aussi bien ce côté gong ou ce côté tam-tam, hein, quand il dit qu'il joue du tam-tam contre Mozart. Donc cette brusquerie des rythmes répétés, des coups simplement frappés, et puis en même temps cette recherche des mélodies, cette recherche d'une ductilité, d'une sorte de valeur aquatique, avec aussi le désir de prendre de vitesse, de prendre à contre-pied, de surprendre pour saisir, comme si l'ennemi ou l'adversaire ou l'objectif, qui est peut-être le sens là, ne pouvait être débusqué que par des mouvements extrêmement rapides et imprévus. Il dit, par exemple, c'est ce qui rend difficile le fait de parler de lui en faisant des phrases, justement, il dit, par exemple, attention au bourgeonnement, écrire plutôt pour court-circuiter. Écrire plutôt pour court-circuiter. Alain Cuny. Je pense maintenant à une petite lettre que Michaud m'a envoyée. J'avais commis l'inconséquence, l'irréflexion de lui demander s'il voudrait bien parler de Racine à l'occasion d'un enregistrement de Phèdre. Et il m'a répondu une lettre indignée que la voie qu'il avait empruntée jusque-là n'était peut-être pas très large, mais que du moins elle était droite et que Racine n'y avait pas de place. Le portrait de A. Il se demande où est sa vie. Parfois elle lui paraît en avant, rarement passée ou actuelle, plutôt à faire. Il la pelote, il l'oriente, il l'essaie. Il ne la voit pas. Toutefois, c'est sa vie. Plus limpide que vide, plus flèche que limpide, et plus encore atmosphérique. Michaud, c'est l'homme qui n'a pas encore été à New York et qui, dans Face au verrou, écrit « New York vu par un chien doit se baisser ». Bon, on imagine qu'un écrivain qui n'a pas été à New York, ou qui y a été, écrit un roman de 200 pages où il est question de New York, ou écrit un texte de 10 pages ou de 3 pages à propos de New York. Non, Michaud, il écrit « New York vu par un chien doit se baisser ».
Ce vieux lecteur de Chuang-Tzu et de Li-Tzu est énervé par la mégalomanie bétonneuse de New York et ramène tout cela à peu près rien, bien entendu, et en une ligne. Tout Michaud est dans cette attitude. C'est un réfractaire, n'est-ce pas? Lorsqu'il décrit dans Émergence, Résurgence sa ligne, comme il a décrit celle de Paul Klee d'ailleurs, la description magnifique qu'il fait de sa ligne, de la ligne qui progresse sur une feuille lorsqu'il trace un dessin, cette description se termine par l'expression « surtout pas subordonné ». Bon, tout Michaud est dans ces trois mots. C'est un homme qui... On pense aux anarchistes, qui ni Dieu ni maître. Hein. On pense à certains textes du bouddhisme où on dit « ne mettez aucune tête au-dessus de la vôtre ». Si vous rencontrez le Bouddha en chemin, tuez-le. Et c'est une pensée qui est tout à fait qui a précédé celle de Michaud, bien sûr, et dont Michaud a pu s'inspirer, mais il était déjà comme ça dès son enfance. Tout ce qu'on sait de son enfance montre qu'il a été un homme révolté extrêmement tôt et jusqu'à la fin de sa vie, ce qui est admirable. Jusqu'au seuil de l'adolescence, il formait une boule hermétique et suffisante. Un univers dense et personnel et trouble où n'entrait rien, ni parents, ni affection, ni aucun objet, ni leur image, ni leur existence, à moins qu'on ne s'en servît avec violence contre lui. En effet, on le détestait. On disait qu'il ne serait jamais homme. Il était sans doute destiné à la sainteté. Son état était des plus rares déjà. Il se soutenait, comme on dit, avec rien, sans jamais faiblir, s'en tenant à son minimum mince mais ferme et sentant passer en lui de grands trains d'une matière mystérieuse. Mais les médecins, à force de s'acharner contre lui, par l'idée fixe qu'ils ont de la nécessité du manger et des besoins naturels, l'ayant envoyé au loin dans la foule étrangère de petits gredins de paysans puants, réussirent un peu à le vaincre. Sa parfaite boule s'anastomosa et même se désagrégea sensiblement. La boule donc perdit sa perfection. La perfection perdue vint la nutrition. Viennent la nutrition et la compréhension. À l'âge de 7 ans, il apprit l'alphabet et mangea. On a des témoignages sur son enfance parce que des recherches ont été faites à ce sujet. Il a également écrit une sorte de biographie qui n'en est pas une, qui a 3 pages, quelques renseignements sur 59 années d'existence. Mais il faut se replacer à cette époque-là. Il naît à Namur en mai 1899, donc c'est la fin du 19e siècle. Il a 20 ans en 1919. Il naît sur un continent qui est une civilisation, une grande civilisation, qui se dit telle en tout cas. Bon, c'est une civilisation raciste, xénophobe, antisémite. C'est une civilisation colonialiste qui cause la ruine de sociétés entières dans le monde entier. Voilà le monde dans lequel est né Michaud. Alors il est né dans une famille bourgeoise. Donc si il partage les préjugés de sa classe, s'il suit la voie toute tracée du bon bourgeois que l'on attend et qu'il devienne, ça se passera plus ou moins normalement. Il aura ce qu'on appelle une profession libérale, il sera un homme normal, etc. Mais il se fait que cet enfant n'est pas un enfant normal, qu'il sent une différence entre lui et les autres enfants et entre lui et les adultes qui est considérable. Bon, il a des intuitions fulgurantes, il a froid dans le dos, il a peur, il est angoissé, il est sans doute émerveillé à certains moments, mais très rarement. Bon, d'autre part, sur le plan, disons, de la logique et de la conscience, par d'autres témoignages, on sait que c'est un enfant intelligent. On sait même que c'est un enfant très intelligent. Et beaucoup plus tard, Sioran dira de lui, l'éloge évidemment venant de Sioran n'est pas mince, que c'est l'homme le plus intelligent qu'il ait rencontré de sa vie. C'était, comme disait Daniel Cordier, un aristocrate sanglé dans une intelligence, brûlant celui qui l'approche. Une intelligence brûlante,
Florence de Lucie. Vous avez d'ailleurs, voyez-vous, ce extraordinaire portrait pas très connu de Dubuffet, mais qui vous montre l'homme passionné, rigide qu'il était. Alors j'ai repris cette expression de Madame Berthaud-Supervielle, c'est-à-dire la fille aînée du poète Supervielle, qui l'a très très bien connu. Et qu'il a connu, elle en avait 12 ans, elle l'a connu donc dès son arrivée à Paris, puisque Supervielle a accueilli ce jeune homme, aux abois, mourant de faim, sans connaissance, et qui avait largué les amarres avec sa famille, avec son milieu d'origine. Donc la famille Supervielle, pour lui, c'était un second foyer, c'était vraiment le père, la mère, les enfants, la chaleur. Et là, il se montrait donc dans son naturel, c'est-à-dire extraordinairement bavard et extraordinairement discret. Et alors, une curiosité intarissable et une façon de se porter avec passion sur le sujet qu'il entamait. C'est ça que je trouve de plus intéressant chez Michaud, finalement. Vous avez le peintre, l'écrivain, et puis il y avait celui qui s'intéressait à tout simplement. Un homme universel, insatiable, avec une rage de savoir inimaginable. Quand, sur le point de mourir et vivant dans une chambre, ma foi, dans un appartement assez élégant, mais la chambre très dénudée, il y avait donc, je l'ai lu cela, je ne l'invente pas, une table surchargée de dossiers, par terre, plein de dictionnaires. C'était aussi bien des dictionnaires de biologie, d'astronomie, d'ornithologie, tout n'a cessé de l'intéresser, intéressé constamment à tout, des dictionnaires même de langue. Et une des premières choses qui l'a intéressé quand il s'est tourné vers l'Orient, apprendre le vietnamien, rien que ça. Donc un homme que je pense que l'on va découvrir, un homme épris de savoir. Anne-Elisabeth Alperne. Mais ce qui le passionne surtout, c'est une sorte de modèle du monde que proposent les sciences qui soit applicable à l'individu. Autrement dit, tout ce qui, spécifiquement, touche le corps, alors la médecine, la psychiatrie, et puis ce qui touche le corps dans ses rapports avec d'autres organismes, et les animaux, mais les animaux les plus courants. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusée avec Michaud et les fourmis, et des fourmis, il y en a plein chez Michaud, ça fourmille. Bon. Et par exemple, dans quelques renseignements sur 59 années d'existence, il y a un animal mentionné dans cette espèce d'auto-mythobiographie, enfin quelque chose de pas à prendre au sens, enfin au pied de la lettre. Dans ce texte, il dit, en substance, hein, je n'ai pas le texte sous les yeux, il dit « Découverte du dictionnaire, combat de fourmis dans le jardin ». C'est la seule mention. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il découvre les combats de fourmis au moment où il découvre le dictionnaire. C'est-à-dire qu'il découvre les petits insectes sociables au moment où il découvre les mots qui, quand on les met en société, font des phrases, font des discours, font des poèmes, etc. Et jusqu'à la fin, c'est Yves Perret qui mentionne le fait, jusqu'à la fin de sa vie, il s'est promené avec une loupe pour observer les insectes partout où il était. Les petits soucis de chacun. Une fourmi ne s'inquiète pas d'un aigle. La fureur, la férocité du tigre n'évoque rien dans son esprit. L'œil féroce de l'aigle ne la fascine pas du tout. Dans une fourmilière, jamais il n'est question d'aigle. La lumière en petit bond n'inquiète guère un chien. Cependant, un microbe qui voit arriver la lumière, les éléments des rayons, un tout petit peu plus petit que lui, mais nombreux et durs, sent avec désespoir les battements innombrables qui vont le disloquer, le secouer jusqu'à la mort. Même le damné gonocoque, qui fait tellement pour compliquer les relations entre hommes et femmes, est pris de désespoir et abandonne, forcé, sa dure vie. Il y a d'autres animaux qui entrent comme ça en jeu dans sa poésie. Et puis il y a les plantes, enfin c'est quelqu'un qui n'aimait pas trop les plantes d'Europe, qui aimait beaucoup les plantes d'Extrême-Orient, enfin, ou de la forêt amazonienne. Mais ce qui l'intéressait dans la plante, c'est pas le côté esthétique, Calice de la fleur, l'absence de tout bouquet, c'est pas du tout son genre. En revanche, ce qui l'intéressait dans la plante, c'est le processus vital. Comment elle naît, comment elle se développe, comment elle meurt, comment on l'arrache, enfin, etc. Donc quelque chose qui est de l'ordre de la vie. Et ce sont des modèles de vie qu'il peut s'appliquer à lui-même. Et quand il s'observe, lui, organisme, soit dans son fonctionnement ordinaire,
soit dans son fonctionnement souffrant, c'est un grand malade, Michaud, à la limite de l'hypocondriaque quand même, soit dans un comportement modifié par la drogue, il s'observe comme un animal, mais dont il aurait trouvé le mode de fonctionnement chez d'autres. Et ça revient constamment. Alors, quand il n'en peut plus des animaux qui existent, ben, il les invente. S'il n'y a que ça à faire, il n'y a qu'à en inventer. Et ils sont inventés selon des modèles qui sont parfaitement viables. Enfin, la darelette pourrait être un insecte tout à fait ordinaire. Elle a un peu beaucoup de segments pour être un insecte, mais enfin, ça reste crédible. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est la parpue. Ah, la parpue, elle est extraordinaire, elle est belle comme tout. Et en plus, la parpue qu'on observe, c'est essentiellement un œil. Enfin, c'est un œil qui voit et dont on a exercé le regard. C'est une espèce pas de double du poète peintre, mais enfin quelque chose quand même de cet ordre. Et cette parpue, elle a un nom très lourd, et puis c'est une créature très fragile. Elle a tellement regardé à la fin qu'il faut l'envelopper dans une couverture parce qu'elle a transpiré. Non, mais c'est extraordinaire. Une ligne rencontre une ligne. Une ligne évite une ligne. Aventure de ligne. Une ligne pour le plaisir d'être ligne, d'aller ligne. Point, poudre de point. Une ligne rêve. On n'avait jusque-là jamais laissé rêver une ligne. Une ligne attend, une ligne espère. Une ligne repense un visage. Ligne de croissance. Ligne à hauteur de fourmi, mais on n'y voit jamais de fourmis. Peu d'animaux dans les temples de cette nature, et seulement leur animalité une fois retirée. La plante est préférée, le poisson a l'air méditant et reçu. Il y a beaucoup de récits de métamorphose dans Michaud. Il y a des animaux qui se transforment en d'autres, qui évoluent de peu de choses. Il suffit d'une patte en plus ou en moins et c'est un autre animal. Alors c'est le propre des animaux fantastiques essentiellement. Mais les civilisations sont sujettes à métamorphose. Parce qu'il y a quelque chose quand même de la conscience historique chez Michaud. On a fait quelqu'un complètement dégagé de l'histoire, se préoccupant pas de son époque. Ça me paraît un peu abusif en ce sens qu'il est très très sensible à l'évolution des civilisations, des histoires particulières, des histoires de l'humanité, etc. Il est sensible aussi à la catégorie de l'avenir. Bon, il y a ce texte qui s'appelle L'Avenir, avec les Maha, Borara, etc., qui est complètement hallucinant. Mais il y a aussi d'autres textes sur l'avenir où il envisage, par exemple, un siècle, le 6400 millième siècle, qui sera un petit siècle épatant, dit-il, parce qu'on aura réussi plein de prouesses. Bon, il est dans cette catégorie de l'avenir, qui est une catégorie dynamique, évidemment. Alors, ces métamorphoses affectent des êtres en devenir, et on est encore là dans le refus d'être stabilisé, de faire du plâtre, hein, comme il dit, quand on fait du plâtre, c'est fichu. Donc on refuse de se pétrifier. Et la métamorphose apparaît aussi dans sa propre individualité. Alors il explique que lui, Michaud, est sujet, alors c'est un texte absolument désopilant, il est sujet à des métamorphoses. Ça s'appelle « Encore des changements ». Alors comme par hasard, il commence par être une fourmi. Et ensuite, il devient tout. C'est-à-dire qu'il peut devenir une forme géométrique. Il devient un rhomboèdre, et puis il se transforme en molécule de chlorhydrate d'ammonium, et puis il redevient animal, et puis il redevient forme. Et alors tout le texte est ponctué comme ça de métamorphoses. Mais là, on s'aperçoit à la fin du texte que ce ne sont pas des métamorphoses fantasmatiques, ce sont des métamorphoses nées de la lecture des encyclopédies illustrées. Et alors, il voit dans les encyclopédies illustrées des animaux qu'il n'a pas été. Il dit « Ouf, ça m'a été épargné. J'aurais pu être ça aussi. » Et il est soumis à ce type de métamorphose parce que son être lui-même n'est pas stabilisé. S'il n'est pas sûr d'être ce qu'il est, or, quand on est né troué, quand on est bâti sur une colonne absente, quand on sait qu'on a quand même une grave inappétence pour la vie, c'est un petit peu difficile de se déterminer, de se définir. Et donc, on pourrait être autre chose. Et il associe son destin d'être Michaud, si vous voulez, à celui d'un autre personnage qui est une espèce de mascotte probabiliste du poète, qui est Pont. Dans Naissance, Pont,
comme le copain de Plume par ailleurs, Pont naquit d'un œuf. Puis alors après, Pont naît d'une multitude de créatures, d'une souris, d'une chaise, il naît 2 fois d'une femme, enfin c'est quand même... Puis finalement il se dit, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, et il se rencoigne contre le sein de la femme, bon, c'est vraiment bien. Et on arrive à cette idée que non seulement, c'est pas seulement un procédé poétique, mais c'est vraiment un procédé presque biologique. Chaque être est soumis à une métamorphose. La première métamorphose étant la naissance. Le passage du dedans au dehors, où Michaud dit on est expulsé par sa mère, même la meilleure mère s'il en est. Alors ça, il règle ses comptes. Mais le passage à l'extérieur est une première métamorphose. Et ensuite, le corps se métamorphose jusqu'à mourir. Et enfin, bon sang, on a tous été des enfants. Et on est sorti de cette métamorphose comme d'une maladie, dit-il. Une maladie dont on a perdu le pouls, c'est-à-dire dont on a perdu le rythme. Et chaque individu est sujet à cette métamorphose. Alors ça expliquerait aussi, à mon sens, pourquoi il est fasciné par les insectes. Parce que l'insecte, lui aussi, subit, du point de vue biologique, des métamorphoses extraordinaires. Le papillon qui a été chenille, c'est quand même pas rien. Et il y a quelque chose de ce processus en acte, constamment. Alors Michaud, poète, peintre et amateur d'insectes, alors évidemment, jubilant avec les métamorphoses. Voici une ligne qui pense. Une autre accomplit une pensée. Ligne d'enjeu, ligne de décision. Une ligne s'élève, une ligne va voir. Sinueuse, une ligne de mélodie traverse 20 lignes de stratification. Une ligne germe. 1000 autres autour d'elle, porteuses de poussées, gazon, graminées sur la dune. Une ligne renonce, une ligne repose. Halte, une halte à 3 crampons, un habitat. Une ligne s'enferme, méditation. Des fils en partent encore lentement. Une ligne de partage là, une ligne de fête. Plus loin, la ligne observatoire. Temps. Une ligne de conscience est reformée. On peut les suivre mal ou bien, sans jamais risquer d'être conduit à l'éloquence. Toujours éviter le spectaculaire. Toujours dans la construction, toujours dans le prolétariat des humbles constituants de ce monde. Sœur des tâches, de ces tâches qui paraissent encore maculatrices, venu du fond d'où il revient pour y retourner, au lieu du secret, dans le ventre humide de la terre-mère. Il a vu les tableaux de Paul Klee pour la première fois en 1925. Il avait 26 ans, il détestait la peinture occidentale. Il disait comme s'il n'y avait pas assez de réalité, d'abominable réalité, pour qu'on y revienne et la répète encore. Et subitement, il s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir une peinture qui soit totalement différente des tableaux classiques qu'il haïssait tellement, et qui, eux, se contentaient de reproduire ce qu'on entend par réel, ou en tout cas de reproduire le visible. Chez Klee, il y a une très grande simplicité. Il y a le romantisme glacé de l'abstraction, comme il le dit lui-même. Et chez Michaud, il y a aussi cette extrême simplicité qu'on trouve chez très peu d'écrivains. Ça, c'est une chose qui m'a toujours émerveillé chez Michaud. C'est le fait qu'il puisse, en 2 ou 3 lignes, et parfois en 1 ligne, créer tout un univers, et avec un vocabulaire délibérément très pauvre. Qu'un homme extrêmement cultivé, ce qu'il était, utilise un vocabulaire parfois aussi pauvre, est étonnant. Michaud est l'homme qui écrit « Le problème de la nuit reste entier. Point. Comment la traverser ? Point d'interrogation. » Bon, à peu près aucun écrivain n'oserait écrire ça, n'est-ce pas ? Parce que c'est extrêmement simple, c'est-à-dire que c'est le contraire du simplisme. Mais il touche les choses d'une manière directe et très simple. Heure du moulin, 2 points, les malaises tournent. Bon, c'est magnifique. Hein? Le microséisme d'une demi-seconde ratée dans un après-midi difficile. C'est une phrase géniale. Hein? Ça, c'est aussi génial qu'un tableau de Klee. C'est une des plus extraordinaires phrases qu'on ait jamais écrites. Le microséisme d'une demi-seconde ratée dans un après-midi difficile. Mais il y a une différence entre Klee et Michaud, c'est que Klee est presque constamment émerveillé et il l'a voulu.
Et c'est pour ça que Klee a dit j'ai aussi peint le monde tel qu'il pourrait être. Évidemment, peindre le monde tel qu'il pourrait être, c'est faire indirectement une critique du monde tel qu'il est. Et Michaud, lui, il a montré le monde tel qu'il est et aussi tel qu'il pourrait être. Il a fait les deux. Un jour, à 20 ans, lui vint une brusque illumination. Il se rendit compte, enfin, de son anti-vie et qu'il fallait essayer l'autre bout. Aller trouver la terre à domicile et prendre son départ du modeste. Il partit. Il a voyagé tout le temps, toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours, il a toujours voyagé. Mais il y a les voyages d'agrément qui sont ceux des 20 ou 30 dernières années de sa vie. Et puis les premiers voyages qu'il fait, qui sont... les tout premiers, c'est d'ordre professionnel, puisqu'il est marin, il travaille dans un charbonnier qui fait la première chose, c'est la traversée entre la France et l'Angleterre. Et puis après, il est sur un bateau qui doit faire je ne sais pas quel type de transport. Maurice Imbert. Qui l'emmène en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et puis après, les autres voyages, c'est de découverte. C'est-à-dire que là, il veut faire un voyage vraiment de découverte et on s'aperçoit au bout d'un moment que c'est un voyage pour se trouver lui, qui est en fait la quête de tous les voyageurs. Et là, ce sont de grands voyages, si vous voulez, des grands périples aussi. Donc c'est l'Amérique du Sud, après il va en Inde, il va en Chine, il fait un tour au Japon, donc il a vraiment tout visité, l'Inde, la Chine, le Japon, vraiment. Ce n'était pas orienter sa vie, c'était la déchirer. Si un contemplatif se jette à l'eau, il n'essaiera pas de nager, il essaiera d'abord de comprendre l'eau, et il se noiera. C'est pourquoi les donneurs de conseils doivent se méfier. Et Michaud, c'est essentiellement un réactif. Mais un réactif à l'excès, c'est-à-dire que c'est un réactif par les moyens d'une violence exagérée. Mais les moyens de Michaud ont toujours été absolus, extrêmes et effroyables, il faut bien le dire. Alors, d'abord, ça a été les grands voyages, dont le premier en Équateur a été un voyage de perdition, un voyage qu'il espérait de retrouvailles. En fait, il appelait ça son voyage contre. Il était tellement enragé qu'il est parti. Mais ce garçon qui était fragile, qui était né avec un souffle au cœur, on aurait pu penser qu'il évitait de se confronter à des situations physiques extrêmes. Il s'est confronté à des excès. C'est-à-dire qu'en Équateur, où pullulent les volcans, il grimpe un volcan, alors qu'il a le cœur malade. Il croit mourir. Il dit, il y a un sommet qui est plus haut. Je ferai l'autre sommet demain. Et c'est presque du 5000 mètres. Ah bon, il y en a encore un? Je le monterai. Ensuite, je regagnerai l'Atlantique, mais en pirogue. Alors, il a fait donc la traversée de l'Amazonie. Eh bien, il a réussi. Ce grand malade a donc surmonté tous ces obstacles. Au fond, Michaud ne pensait s'en sortir qu'en gesticulant, en sortant de lui-même, en déchirant ses limites, en brouillant les échelles. Il n'y a plus du petit et du grand. Il est à la fois petit et grand. C'est le microcosme et le macrocosme. Il pourra se transformer en une épingle d'acier qui va pénétrer dans ses veines. Aussi bien, il va devenir un nuage. Il va inventer des paysages, des personnages complètement fantasmagoriques. L'imagination lui sert à se laver la tête. Si on regarde la chronologie, on s'aperçoit que à la fin d'un Barbare en Asie, qui est le deuxième et dernier grand livre de Michaud consacré exclusivement à une espèce de reportage, si l'on veut, où il porte le regard de l'étranger sur des comportements, des modes de vie, des attitudes. À la fin de ce voyage-là, il y a ces mots empruntés au Bouddha: tenez-vous bien dans votre île à vous, collé à la contemplation. Et finalement, c'est donc en s'installant en soi, en descendant à l'intérieur de soi par la rêverie ou par la méditation, selon d'ailleurs des modalités qui, de plus ou moins loin, nous rappellent un peu celles des sages orientaux, quelque part, que Michaud va poursuivre son exploration. Mais le dedans, du même coup, il va être amené à le traduire à son tour en territoire géographique. Les livres qui suivent, comme Au pays de la magie,
sont des livres dans lesquels il continue de décrire des populations étonnamment étrangères, étonnamment surprenantes, mais qui ne sont, à vrai dire, que des concrétions ou des projections de sa propre vie intérieure, enfin, ou de ses doutes, de ses inquiétudes, de ses angoisses. Finalement, Michaud ne va pas faire autre chose que poursuivre de toutes sortes de manières le voyage, même lorsqu'il n'en fera pas qu'il soit géographique. Il va voyager par le dessin, il va voyager en faisant des expériences provoquées d'hallucinations, il va voyager évidemment par la rêverie, il va voyager par l'écriture. Toute son œuvre est une affaire systématique de déplacement et de dégagement, pour reprendre d'ailleurs le titre d'un de ses derniers livres, Déplacement, dégagement. Se déplacer, se dégager. Il s'agit de secouer le figé et l'assis, comme il le dit. Il s'agit de se parcourir en parcourant la réalité qui nous entoure, en parcourant le monde, même en restant immobile. Sur une grande route, il n'est pas rare de voir une vague toute seule, une vague à part de l'océan. Elle n'a aucune utilité, ne constitue pas un jeu. C'est un cas de spontanéité magique. Mon spectacle, moi, utilise des textes sur les aimants glands et puis des textes sur les Iviniziki. On peut peut-être parler un peu des Iviniziki, qui est une peuplade imaginaire donc assez extraordinaire, parce que ce sont des gens qui vivent, je dirais, à la fois, on pourrait dire, sur la réalité et sur l'imaginaire. Les deux se confondent en permanence. Il y a un des textes où il est dit qu'au théâtre, les Iviniziki commencent par la tragédie, je crois. Non, commencent par la comédie, continuent par le drame, enchaînent par une pièce encore d'un autre répertoire et finissent dans l'improvisation. Et bon, il y a une espèce de bonheur d'ailleurs à lire ça et à découvrir ça pour un comédien qui pourrait rêver d'ailleurs en l'espace de peu de temps de passer de cette façon-là à tous les genres, à tous les styles. Et ce bonheur qu'on a d'ailleurs et qui est décrit dans les Iviniziki, on l'a en lisant Michaud. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles on peut plus s'arrêter, c'est qu'on passe de la comédie à la tragédie, au drame, à l'improvisation. C'est-à-dire que Michaud n'est jamais vraiment là où on croit qu'il est. Il est toujours ailleurs et on va toujours découvrir autre chose ailleurs et on tourne une page et c'est un autre texte extrêmement différent du précédent, qui va être très différent du suivant. Ce qui fait qu'on... Oui, c'est une drogue, on ne peut pas s'arrêter, on va toujours, notre émotion, notre humour, notre imagination est en permanence sollicitée par son écriture, par ses mots, par ses inventions. Le rire est partout, il est même... il perce même dans les périodes les plus effroyables, et ça devient alors un rire sardonique. Et vous voyez dans cette vitrine deux rigolades, nous avons appelé ça les pieds nickelés. Et ça correspond, si vous voulez, dans Voyage en Grande Garabagne avec l'épisode des mastadars. Des gros mecs à gros biceps qui ne savent manier que la massue, des choses comme ça. Et ça fait tout à fait partie de Michaud. C'est le Michaud qui rit. On disait que c'était hermétique, c'était incompréhensible, c'était du fantastique gratuit, c'était de l'imagination inutile. Ça ne voulait rien dire. Or, ce fantastique écrivain est tout sauf un écrivain fantastique. C'est un écrivain extrêmement réaliste, puisque dans ce qu'il écrit, nous retrouvons des contenus qui viennent de l'inconscient. Donc ça correspond à la réalité. À une réalité qui est cachée et que lui met à jour en écrivant, et qu'il découvre et qu'il invente aussi. On ne sait jamais s'il s'invente ou s'il se découvre. C'est impossible de répondre à cette question. Mais en tout cas, il met à jour des réalités secrètes qui sont au fond de nous tous, mais que lui s'est proposé de découvrir. L'homme n'est pas un être, mais un effort vers l'être. J'ai l'impression que c'est aussi tout un mouvement qui est à l'œuvre dans l'écriture de Michaud. Cet effort vers l'être, oui, je crois que c'est
fondamentalement une formule là qui viendrait recouvrir l'ensemble de son projet quand il dit qu'il s'agit d'approcher le problème d'être. Tout se passe comme si l'ensemble de l'œuvre de Michaud prenait sa source à la fois dans un malaise personnel qu'il s'agit plus ou moins d'explorer, de tenter de guérir ou de stabiliser pour le rendre le moins insupportable possible, et dans un désir très constant de comprendre, de connaître comment ça fonctionne un homme, qu'est-ce que c'est que cette vie qui est la nôtre, qui est la sienne, qui est celle de tous. Michaud est quelqu'un qui fixe obstinément, si l'on veut, ce qu'il appelle le grand secret. Il dit aussi quelque part, je crois que c'est dans les grandes épreuves de l'esprit, la médiocre condition humaine, il faut la parcourir sans fin, sans honte. Et c'est ce qui nous rend cette œuvre si touchante, enfin, si prenante. C'est justement parce qu'elle fait corps constamment avec ces questions-là. Elle ne les pose pas comme un philosophe de manière abstraite, elle ne vient pas faire de la métaphysique ou de la théorie ou du système, elle vient les vivre, elle les vit par l'imaginaire, physiquement en quelque façon, en même temps qu'elle les traque intellectuellement. Et Michaud est quelqu'un chez qui, je dirais, la pensée et l'imaginaire ne décrochent jamais, sont toujours là, constamment liés l'un à l'autre pour essayer de saisir. Voilà, encore un de ses verbes à lui, saisir. Arriver à attraper quelque chose. Et quand d'ailleurs il jette des signes, des traits sur le papier, des bataillons de signes, ou quand il griffonne des visages, c'est encore pour essayer de saisir quelque chose, qui peut-être que le fantôme intérieur... Dans la nuit, dans la nuit, je me suis uni à la nuit sans limite, à la nuit mienne. Qui m'emplit de mon cri, de mes épis, toi qui m'envahis, qui fait houle, houle, qui fait houle tout autour et fume, est fort dense et mugit, est la nuit, nuit qui gît, nuit implacable, et sa fanfare et sa plage en haut, sa plage partout, sa plage boit, son poids est roi et tout ploie sous lui, sous plus ténu qu'un fil, sous la nuit, la nuit. Alors, l'homme du dedans, l'homme du noir, l'homme qui disait « le noir est ma boule de cristal ». Nous l'avons, voyez-vous, dans cette époque des années 30, où il découvre la peinture véritablement. Une fête de peinture, dit-il à Supervielle. Et ce qu'il peint, c'est cela. Vous voyez ces petites lucioles-là, sur le fond noir. Ce sont les émanglons. Ce petit personnage merveilleux, d'ailleurs, c'est un fond noir inconnu jusqu'à présent. On dit, cette petite bestiole phosphorescente, nous l'appelons l'ange, mais si on regarde de près, c'est un démon, mais ça, c'est un détail. Là, vous avez la Cordillera de los Andes, donc c'est un reflet d'Équateur.
Vous avez ici la reine, c'est tout à fait extraordinaire, ce fond noir étoilé. Et la reine, c'est une espèce de circularité, la circularité du dedans. Vous avez des combats, encore une très très belle image et un très beau symbole de la vie de Michaud. Et le prince de la nuit. Le prince de la nuit. Hein? Ici, vous avez le clown, qui est une image magnifique. Et le clown, je crois que c'est la figure symbole métaphorique la plus riche de Michaud. Vous avez tout à la fois. Hein? Vous avez le raté, vous avez l'humble et le modeste, vous avez le poète, vous avez le Pierrot lunaire, vous avez tous finalement, presque toutes les facettes d'un Michaud, à la fois erratique et suppliant et complètement poète. C'est déjà Monsieur Plume, mais ça porte le nom de clown. Nicolas Roméas. Cette partie de nous-mêmes qui peut s'identifier à Plume, ou qui pouvait peut-être par le passé s'identifier à Pierrot, ou qui peut s'identifier à des images de faiblesse, de sensibilité et de maladresse. C'est la partie de nous-mêmes la plus précieuse, c'est celle qu'on chérit le plus et qu'on ne sait pas comment protéger, comment défendre. C'est l'impossibilité d'accepter d'être enfermé dans des catégories. C'est c'est finalement la lutte de la sensibilité contre le savoir imposé concret. Plume, avec l'humour, c'est une défense et illustration de ce petit homme à l'intérieur de nous qui, parfois, on dit j'ai gardé l'enfant qui était en moi, ou des choses comme ça, mais c'est pas forcément l'enfant, c'est la membrane sensible. Je crois que il y a une très forte sensibilité de Michaud au caractère gigogne de la créature humaine. C'est-à-dire que dans l'être, il y a un autre être, et dans cet autre être, un autre. Nous sommes un emboîtement, en vérité, de corps et de visage. Quand il dit « on n'est pas seul dans sa peau », il ne veut pas simplement signifier par là une juxtaposition de moi, plus ou moins étrangers les uns aux autres. C'est plutôt cette idée d'un secret qui tiendrait justement à cet emboîtement en nous des figures, des visages et des corps. Je disais un être gigogne, je pourrais dire aussi bien un être à tiroir. Hein. Et Michaud ouvre des tiroirs et il en sort des créatures qui sont là pour manifester tel ou tel état ou tel moment du fantôme intérieur. Ce fantôme intérieur, c'est peut-être aussi l'expression de l'angoisse de l'angoisse de la disparition, enfin de l'angoisse de mourir tout simplement. Ça évoque deux images qui seraient celles d'un spéléologue qui aurait cette grande qualité de ne pas avoir peur des gouffres et donc de nous les rendre non seulement familiers mais aimables, et y compris dans leurs aspérités, leurs obscurités. Je trouve il y a peu de gens qui ont cette faculté de nous emmener chez nous. Et ça me fait donc aussi penser à une manière de vivre la religion qui serait pas celle de nos prêtres. Une manière de vivre l'au-delà de nos vies, qui serait celle d'une autre civilisation, d'une civilisation qui ne serait pas coupée, séparée de son ressenti intime. Le plus intime, celui qui est au cœur du noyau. Mais c'est parce que Michaud ou le chaman ou toutes ces personnes dont la fonction finalement est d'être un lien entre la vie lumineuse et la vie obscure, ont cette capacité à être comme entre les deux mondes. C'est pour ça que je pensais à un prêtre ou à un chaman. C'est comme s'il était entre les deux mondes. C'est comme si, avec ou sans l'aide de champignons exotiques, ou peu importe, son existence n'était pas une existence tranchée et séparée de ce qu'on peut appeler aujourd'hui, de façon moderne, l'inconscient, mais auquel on peut donner d'autres noms aussi. Mais je veux dire que ça me fait aussi penser au rituel africain, par exemple,
ou à d'autres encore, ou à certaines formes de clowns de la Chine ancienne, qui étaient à la fois des magiciens, des sorciers et des clowns, c'est-à-dire qui nous permettaient de reprendre à notre compte et avec notre énergie de joie, de plaisir, les idées de mort, les idées de... toutes ces choses qui apparemment sont insaisissables. Et en Occident, on n'est ni chaman, ni clown mystique, ni sorcier, bambara, on est poète peut-être. Et encore pas n'importe quel poète. Chez Michaud, il y a véritablement un travail de mise à mal, un combat qui est engagé pour ressaisir le propre. Et pour le ressaisir de la façon la plus radicale, je devrais presque dire en deçà du visage, en accédant à cette espèce de fantôme intérieur qui peut-être détient une vérité. Il y a dans cette volonté de combattre les idées reçues, appelons ça comme ça, aussi bien la volonté d'accéder à une façon nouvelle d'intervenir en soi. Hein, cette façon d'intervenir en soi dont l'Occident aurait perdu le goût et que l'oriental, lui, continuerait de connaître d'une certaine façon. L'œuvre de Michaud pose la question du sujet, je dirais, d'une manière infiniment plus cruciale que beaucoup d'autres œuvres poétiques contemporaines. Elle est celle où le débat du jeu et du moi, le débat de la créature avec elle-même, le débat de la condition humaine dans son ensemble est posé, dramatisé, parcouru, expérimenté de la façon la plus vivante, la plus systématique. Moi, je ne connais pas d'autres œuvres contemporaines ou d'autres œuvres même du XXe siècle dans son ensemble qui est posée avec autant de force, avec autant d'acuité que celle de Michaud. Hein, cette question de l'être, et sans jamais faire de métaphysique, sans jamais que cela devienne une espèce de discours décroché de la réalité vivante, charnelle, corporelle de la créature. Tout cela, Michaud semble l'avoir fait passer dans son propre corps. Et l'écriture par là même, elle est sismographique à certains côtés. C'est-à-dire qu'elle enregistre, elle traduit du plus près ces mouvements de l'être intérieur, comme une aiguille qui tremblerait. Le dessin, c'est ce que le dessin fait lui aussi. Hein. Il voudrait insérer un tremblement, il voudrait que ces signes soient en prise directe avec les émotions. Il les cherche donc trembler. Au fond, ce qu'il cherche, c'est se mettre en prise directe avec ce qui se passe au fond de l'homme. Comment ça marche, comment ça s'active, à quelle vitesse et selon quelle succession d'émotions. Et ce qui l'intéresse dans cette peinture-là, comme ce qui l'intéresse aussi dans l'écriture, c'est le geste. C'est lancer sur le papier de l'encre et que cette encre donne lieu à des formes. Alors ça donne lieu à des formes, ça donne lieu à des visages. Hein. Ce qu'il dit, c'est que dès qu'on se met à peindre, il y a des têtes qui apparaissent. Bon. Et ce qui le gêne dans l'écriture et qu'il a trouvé en revanche dans la peinture, c'est que l'écriture est trop lente. Ça va trop lentement, on ne peut pas jeter une phrase sur le papier comme ça. Il faut cette syntaxe préalable. Bon. Et quand il dit « je peins pour me déconditionner du verbal », le déconditionnement, moi, il me paraît être dans la détente. Il appelle la détente du tigre à propos des idéogrammes, quand un calligraphe écrit en Chine. Et cette détente, il la trouve dans la peinture, il ne la trouve pas dans l'écriture. Alors, il arrive jusqu'à écrire un livre qui n'est fait que de signes. Alors, c'est un vrai livre avec des vraies pages. Et il y a une table des matières en signes, uniquement des signes. Bon. Alors ça, c'est à la fin. Alors, c'est une espèce à la fois de jeu et puis d'art poétique poussé à l'extrême.
Le signe pictural fait davantage sens que le signe grammatical. Donc un Michaud, voilà, qui se débonde et qui fabrique donc ces signes, tous anthropomorphes d'ailleurs, qui sont tous sous le règne de la métamorphose, c'est évident, et de la vitesse surtout. Michaud, homme de la vitesse. Alors voilà encore une possibilité de grouper sous cette appellation quelque chose qui couvrirait presque toutes les activités. Michaud, rapide. Encore que, on a aussi Michaud collé à la contemplation, n'est plus rapide du tout. Mais je ne sais plus que dire, que voulez-vous. Je vous dis quelque chose et l'opposé reste vrai. Alors je défaille et on sera longtemps à défaillir devant Michaud. Alors vous avez donc ces œuvres-là qui sont d'évidentes réussites, tout le monde connaît les mouvements de Michaud, qui dégénèrent immédiatement en gesticulation forcenée, parce que Michaud ne va pas enjoliver, il ne va pas s'habituer à une manière, il va aussitôt la rompre. Surtout pas le succès, surtout pas la facilité, surtout pas s'asseoir sur sa réussite. Non, on a fait ça, donc immédiatement après on fera ça. Vous voyez ? La même chose, mais on prend de la gouache, on le prend le pouce, une spatule, et on y va, et on fait plus grand, et on met de la couleur, et on gesticule, et on agite. Donc ça devient une foule, une cohorte, des batailles, et toujours, malgré tout, des essais idéographiques. Voyez-vous, c'est toujours une langue qui essaie de s'inventer. Ralenti, on tâte le pouls des choses, on y ronfle, on a tout le temps. Tranquillement, toute la vie. On gobe les sons, on les gobe tranquillement, toute la vie. On vit dans son soulier, on y fait le ménage. On n'a plus besoin de se serrer, on a tout le temps. On déguste, on rit dans son poing. On ne croit plus qu'on sait. On n'a plus besoin de compter. On est heureuse en buvant, on est heureuse en ne buvant pas. On fait la perle. On a le temps. On est la ralentie. On est sorti des courants d'air. On a le sourire du sabot. On n'est plus fatigué, on n'est plus touché, on a des genoux au bout des pieds, on n'a plus honte sous la cloche, on a vendu ses monts, on a posé son œuf, on a posé ses nerfs. La manière dont Michaud observe décrit ou explore ou parcourt tous les phénomènes humains, c'est en modifiant toujours la vitesse. L'être se traduit bien sûr pour lui en termes de rythme, soit qu'il se ralentisse, et on pense à ce fameux texte, la ralentie, soit qu'il accélère, et à ce moment-là, qu'il se libère ou qu'il se dégage de cette angoisse ou de cet affaissement ou de cette dépression que la ralentie, par exemple, venait exprimer par justement un effet d'accélération soudaine, comme cela, la boule aérienne, comme il l'a décrit dans la préface d'Épreuve exorcisme, hein, qui accomplit justement cette espèce de dégagement du mal, comme si on faisait... par la vitesse, on y réalisait quelque chose qui au départ est pesant, comme si on le dématérialisait, comme si on le projetait dans l'altitude. Donc il y a ces phénomènes d'accélération, cette voie des rythmes qui est empruntée pour se dégager, mais il y a aussi cette voie des rythmes qui est empruntée comme mode de connaissance. C'est-à-dire que l'homme étant difficile à appréhender dans son ordinaire, dans son temps
quotidien, Michaud, là encore, de même qu'il fait jouer comme des instruments optiques l'imagination pour grossir, pour changer les dimensions, Michaud modifie les vitesses. On le voit bien avec l'usage qu'il a fait des hallucinogènes. Hein, s'il s'est adonné à ce type d'expérience, c'est, dit-il, que toute drogue modifie les appuis et les vitesses. Donc elle va nous donner à percevoir les phénomènes humains dans une lumière, dans une rapidité et dans une intensité tout autre. Et tel d'ailleurs qu'on n'y voit pas forcément grand-chose pendant ces moments-là, qu'on n'est pas à même d'y saisir beaucoup d'éléments. Mais ensuite, quand on retourne dans le temps, quand la drogue cesse ses effets et que peu à peu on revient à la normale, c'est dans ce moment-là que Michaud est particulièrement à l'affût et qu'il regarde comment se reconstitue la créature normale, comme si on la voyait renaître en quelque sorte de cet état second dans lequel elle est passée. Donc il y a un usage chez lui de la vitesse comme un usage expérimental, je pourrais dire, de la vitesse. Tire dans la tête. Tire dans le... Tire dans la tête. Tire dans la tête. Tire. Tire dans la tête. Tire qui ne s'arrête pas. Au fond, il rend compte tout le temps dans ses textes de ce qui lui advient. Philippe Mion. De ce qui lui arrive, soit en état normal, soit en état second créé par des drogues. Et au fond, il décrit des distorsions, des transformations de l'état normal, de son état normal, qui par ailleurs renseigne beaucoup sur l'état normal. En gros, il y a une sorte de démarche chez Henri Michaud qui consiste à éclairer l'ordinaire par l'extraordinaire, et réciproquement. Et donc, ce qui m'a paru intéressant, c'est que en musique électroacoustique, on compose avec des sons enregistrés sur un support, donc du vivant, fixé, et puis ensuite, généralement, on le transforme. Donc on opère sur une réalité des métamorphoses diverses, et j'ai trouvé qu'il y avait là des relations métaphoriques assez claires avec les métamorphoses que Henri Michaud décrit en état de drogue, par exemple, qui s'opèrent sur sa personnalité ou sur ses sensations ou sur ses pensées. Et si je voulais prendre des exemples concrets, il parle d'accélération, de ralentissement, d'affadissement. Et il y a en pratique de la composition électroacoustique, on rencontre en permanence ces figures-là, c'est-à-dire on effondre des sons, on les accélère, on les ralentit, on les rend plus légers, on les rend plus lourds, on les affadit, au contraire on les grossit. Et donc de manière assez naïve, je trouvais que c'était intéressant d'approcher cette rencontre entre un écrivain qui décrit des phénomènes qui surviennent à ses sensations et ses pensées, et un compositeur, une pratique de la composition qui met en œuvre des transformations de la vie enregistrée. Ah, combien fâcheuse cette pensée. Pensée, sûrement plus tard une cicatrice.
Il s'agit d'un témoignage d'un moment de drogue, qui est un témoignage, quand on le lit comme ça, on pourrait penser que c'est un texte écrit sur le vif, mais on comprend assez vite, quand on connaît aussi le texte de Michaud, que vraisemblablement c'est un texte travaillé, et qu'il recompose une dramaturgie temporelle, avec des successions, des articulations très violentes, des changements de niveau, et surtout des changements de niveau du narrateur par rapport à lui-même. C'est-à-dire, par certains moments, il décrit simplement ce qui lui arrive. À d'autres moments, au contraire, il s'observe décrivant ce qui lui arrive. À d'autres moments, il s'observe lui-même, se décrivant lui-même en train de décrire ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de niveaux différents tout le temps. Et ça m'a particulièrement intéressé parce que il me semblait que dans l'enregistrement de la voix, dans le traitement que je pouvais faire de la voix, je pouvais retrouver toute une espèce de dramaturgie qui soit une métaphore de cette dramaturgie littéraire et psychologique. L'expérimentation de lui-même, c'est pas simplement pour expérimenter, pour le plaisir de prendre tant de milligrammes de mescaline, de s'observer s'étant cassé une cheville, de regarder son bras cassé. Enfin, il y a quelque chose du savoir, mais d'un savoir qui ne serait pas seulement un contenu. Un savoir qui serait davantage un savoir-vivre. Ou alors, bien plus, une espèce de savoir-poème, enfin, qui serait du Michaud sans être à qui que ce soit d'autre. Ce qu'il dit dans l'espace aux ombres, donc une espèce d'anti-monde d'une autre, le monde de la mort, mais en même temps un monde des esprits, où il dit que ici, donc dans cet univers-là, ça n'est pas savoir pour enseignement, c'est savoir pour devenir musicienne de la vérité. Donc, il y a chez Michaud ce rapport au savoir, mais à chaque fois biaisé. Ça n'est pas un savoir pour asseoir une autorité quelconque, et il déteste les autorités scientifiques, littéraires, etc. C'est un savoir qui renouerait, alors pour reprendre l'expression de Barthes, qui renouerait avec la saveur, c'est-à-dire à une sorte de sensualité du savoir et d'une sensualité poétique. Il s'agit de devenir musicien de la vérité que nous donne le savoir. C'est moins un bagage qu'on peut ressortir, qu'on peut exploiter, grâce auquel on peut exploiter les autres, parce que pendant la guerre, il s'est bien rendu compte que le savoir était voué à une catastrophe, enfin, c'est une atrocité. Bon. Qu'un savoir pour se mettre en une forme d'harmonie avec soi-même, et soi-même par rapport aux autres. Et le problème de la discordance chez Michaud, c'est quelque chose qui est terrible. Quand il dit le mal, c'est le rythme des autres, c'est bien là aussi en termes de musicalité. Et ce savoir-là, chez Michaud, il faudrait l'écrire autrement, il faudrait enluminer le S, mettre une majuscule à la fin, enfin autrement que ce qui est écrit d'habitude, c'est évidemment un savoir poétique. Et alors là, tout est bon pour faire ce savoir poétique. De l'onomatopée enfantine aux termes scientifiques hérités de la médecine classique, tout. Par la voie des rythmes, il va privilégier le rythme. Donc, vous voyez, le signe en même temps que l'écriture, ou un signe qui voudrait être une écriture. Et au fond, Michaud, vous voyez, nous raconte quelque chose. Il ne va pas nous donner le secret de ce qu'il raconte, mais étrangement, cette succession de signes, je n'ai pas pu ouvrir toutes les pages, parce qu'il y a des problèmes de recto et de verso, mais vous avez des métamorphoses de signes, comme si Michaud, à la fin de sa vie, recomposait l'histoire du signe, depuis les bâtonnets, jusqu'à leur multiplication, leur grossissement, leur anthropomorphisme soudain, où tout d'un coup ça devient des cohortes d'animaux, lesquels se déforment, deviennent presque illisibles, ou bien alors se réduisent à quelques linéaments comme sur les parois de la préhistoire. Un Michaud préhistorique qui recompose finalement sous forme de tracés très simples une sorte de cosmogénèse. C'est toute l'histoire de l'humanité, finalement, qui semble réduite en quelques pages. Et en même temps, il se rit de nous, voyez-vous, parce que vous avez ici un dessin, on dirait, une sorte de drôlerie à la Dubuffet. Ensuite, vous avez des tortillons, on les dirait tout à fait regardés par microscope, on dirait une coupe biologique, avec quelque chose de ces filaments on dirait de l'ADN qu'on est en train de débrouiller. Vers la fin, c'est une espèce de bagarre de traits. Et le dernier feuillet,
il a l'audace de nous proposer une table des matières. Vous voyez donc? Chapitre 1, zing, zing, zing. Chapitre 2, crac, crac. Chapitre 3, pout, pout. Chapitre 5, etc. Il se moque de nous avec génie. Vous voyez? Je pense que c'est comme ça qu'on peut conclure. On n'aura jamais le mot de la fin. Vous avez là un livre qui est un énorme point d'interrogation. Que faire avec le signe? Allons-nous le graver ou allons-nous le signifier par la voie des rythmes? Une vie, une œuvre. Henri Michaud. Une émission de Christine Ray, réalisée par William Duncan. Avec Frédéric Ball, écrivain, Yves-Jacques Boin, metteur en scène et acteur de Henri Michaud, Je cherche un être à envahir, Anne-Elisabeth Alperne, auteur de Henri Michaud, Le laboratoire du poète, Maurice Imbert, correspondance Henri Michaud, Adrienne Monnier, Florence de Lucie, co-organisatrice de l'exposition à la Bibliothèque nationale Richelieu, Jean-Michel Maupoy, auteur de Michaud, Passager clandestin, Philippe Mion, compositeur de L'image et conduite, Nicolas Roméas, rédacteur en chef de la revue Cassandre.